Aujourd'hui, Cultura reçoit Evelyne Moncourt. Evelyne Moncourt, romancière, essayiste, nouvelliste congolaise qui réside depuis peu en Flandre après avoir naturellement après être passée par la France. Aujourd'hui, Evelyne Moncourt a élu domicile donc en Flandre et est invitée sur le plateau de Cultura. Bonjour Evelyne Moncourt. Bonjour. Alors, j'ai déjà dit un mot, vous êtes romancière, essayiste et nouvelliste. Vous nous arrivez donc sur le plateau de Cultura avec La misère humaine, publié aux éditions Bénévent, qui est en fait un recueil de nouvelles, et également 10 précieux conseils pour réussir votre vie, Evelyne Moncourt. C'est publié récemment aux éditions Cana. Et avec vous, nous parlerons de ces deux ouvrages, mais également de tous ces ouvrages qui ne sont pas avec nous sur le plateau. Vous n'êtes pas seul, Evelyne Moncourt, vous êtes accompagné de Henri Foussoul, j'espère que j'ai bien prononcé, Foussoul, voilà, Henri Foussoul. Merci Henri, vous êtes donc belge, vous êtes pasteur évangéliste. Voilà. Avec vous, nous regarderons la dimension spirituelle dans l'œuvre d'Evelyne Moncourt, puisque déjà, pasteur évangéliste, de temps en temps, vous êtes arrivé à faire aussi la critique, n'est-ce pas, dans ce sens. Tout à fait. Alors, en tout cas, une fois de plus, merci de répondre à cette invitation de Cultura. Voilà, depuis quand vous êtes pasteur évangéliste, Henri? Ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans que je suis pasteur évangéliste. Voilà. Donc j'évolue en Belgique, à Bruxelles. Et je suis très heureux de pouvoir participer à cette émission et de pouvoir apporter une lumière spirituelle par rapport à l'écrit que la romancière a fait en fait. Voilà. En tout cas, merci, mais il ne m'avait pas dit que j'ai gratiné votre nom, Henri. Oui, en fait c'est Foussoul. Foussoul. Oui, c'est Henri Foussoul. C'est pas facile, mais voilà. Voilà. Henri Foussoul. Oui. Alors, Evelyne Moncourt, une fois de plus, merci donc de répondre à cette invitation. La misère humaine. Alors, la misère humaine, je disais tout à l'heure que c'est un recueil de nouvelles. Mais je vais plairais d'abord à lire ceci. À la page 7, la misère africaine, avant-garde. Dans les moments difficiles, mon corps est rempli de peine. Mon être tout entier est affecté. Je souffre, je me plains. Je suis atteinte de dépression. C'est la mélancolie, le mal-être, le spleen. Dois-je vraiment me plaindre parce que j'ai simplement des maux de tête ou parce que mon partenaire a décidé de me quitter? Ai-je encore le droit de m'inquiéter les petits bobos de la vie courante? Ou dois-je durcir mon cœur et adopter la philosophie des stoïciens qui traversent un océan de problèmes, le cœur serein? Doctrine de Zénon, le stoïcisme prône le bonheur dans la vertu. Zénon professe l'insensibilité face à ce qui affecte la sensibilité. Il préconise le courage de supporter la douleur, de vivre le malheur, de se permettre des privations avec indifférence. Il tend à séduire la douleur avec le courage de celui qui ne souffre pas. C'est cela le stoïsme, et rire des malheurs qui vous frappent. Je m'arrêterai là, Evelyne. Je dirais cette très belle intro que vous faites, n'est-ce pas, à la page 7 de La misère humaine. C'était invite, n'est-ce pas, à nos lecteurs, de savoir se placer au-dessus de tout ce qui nous affecte. Quelle belle entrée, Evelyne. La misère humaine. Dites-nous-en. Donc merci, j'aimerais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité. La misère humaine, donc c'est un recueil de nouvelles que j'ai écrit en 2010. C'est mon deuxième parce que j'en ai 7. J'en ai écrit 7. Et c'est vrai que quand je reviens ici tout le temps, comme pour ce séjour, et il y a beaucoup de choses qui me frappent. Parce que quand on est en Europe, on est un peu déconnecté de toutes les réalités africaines. Et quand je reviens, des petits détails, des petites choses. Un petit gamin, par exemple, avant-hier, je passais au marché. Il n'avait même pas 5 ans, mais il était en train de vendre des fruits au marché. Même pas 5 ans. Et c'est des choses frappantes.
Et je me dis, c'est pas possible. Un enfant, il a le droit d'être éduqué, de grandir comme normalement. Et puis après, adulte, s'il choisit d'aller vendre des fruits, il peut le faire. Et donc la misère humaine, en fait, l'inspiration vient un peu de toutes ces choses que j'observe quand je viens ici. Et même quand j'ai écrit ce livre, j'étais en France, et même quand je suis en France. Et toutes ces personnes un peu démunies qui souffrent, qui n'ont rien, il y a des SDF même en France qui demandent des pièces, qui n'ont pas de logement. Et c'est toutes ces choses, et je me dis, moi vivant en Europe, je me sens un peu comme si j'étais dans ma bulle, un peu protégée, parce que par exemple pour sortir il neige, il fait froid, je vais me plaindre, oh mon Dieu aujourd'hui il pleut, alors qu'il y a des gens comme ce petit gamin, toute la journée qui va rester dans un marché en train de vendre des fruits, alors qu'il n'a même pas 50 pour manger. Et moi de l'autre côté, parce qu'il pleut, j'ai froid, je vais me plaindre, alors que j'ai le privilège même de sortir pour aller gagner ma vie, mais je vais me plaindre. Et donc supporter les petites choses qui ne sont pas dérangeantes. Le froid, je peux me protéger parce que je sais qu'au bout, il y a un travail, on me donne la possibilité de travailler, de gagner ma vie pour avoir de meilleures conditions de vie que de me plaindre parce que pour des petites choses. Donc c'est parti dans cet état d'esprit de la misère humaine. Et dans la misère humaine, Evelyne Moncou, il y a comme une espèce de panorama que vous présentez, n'est-ce pas? Vous allez pays en pays en fait de l'Afrique, vous présentez le Congo, vous présentez la RDC, vous présentez le Burkinabé, vous présentez le Sénégalais, vous présentez... Alors pourquoi finalement ces tableaux? Pourquoi ces tableaux? Pourquoi ce panorama? Est-ce une façon de dire que la misère elle n'est qu'africaine? Est-ce qu'une façon de dire la misère elle est... Alors j'aimerais bien que vous pensez... En fait, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup voyagé, oui. J'ai beaucoup bougé depuis... Enfin, j'ai quitté le Congo très tôt et tout de suite j'avais à cœur de découvrir le monde, comme on dit, le voyage forme la jeunesse et j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de voyages et donc j'ai un état d'esprit très ouvert. Donc j'ai vu la majorité de ces pays que j'ai été au Burkina, j'ai été en Côte d'Ivoire, donc j'ai ces tableaux en moi. Mais par contre, la misère, elle n'est pas qu'africaine, je viens de le dire. Même en France, maintenant je ne suis plus en France, mais pendant longtemps j'étais à Nice. Je sors de chez moi, mais plus loin, il y aura un SDF qui va me demander une pièce, c'est une forme de misère. Après, il y a une misère aussi, surtout en Europe, des vieilles personnes, par exemple, elles n'ont plus de famille, elles sont seules, enfermées dans un appartement, c'est une misère. Elle n'est peut-être pas financière ni matérielle, mais elle est psychologique. Donc la misère, c'est vrai que mes personnages sont majoritairement africains. Totalement africains. Voilà, dans celui-ci. Mais je ne suis pas en train de peindre que la misère africaine. Le titre, c'est la misère humaine. Donc, mais voilà, pourquoi cette particularité, n'est-ce pas? Des personnages foncièrement africains. J'y arrive. Vous parlez de votre expérience, de votre vécu en Europe. Malheureusement, je trouve que vous n'avez pas fait, n'est-ce pas, vous n'avez pas tiré profit un peu de ça pour présenter aussi ces personnages européens, totalement européens, dans leur contexte. Donc j'allais juste compléter, la misère pour moi elle est universelle. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quel point du monde, la misère existe. Mais par contre, moi mon inspiration et particulièrement mes personnages, sauf dans au moins 2 livres, ils sont africains. Mes personnages sont africains. Je parle des problèmes d'immigration généralement parce que je suis immigrée moi-même en Europe, je ne suis pas née en Europe, donc je parle des choses que j'expérimente, que j'ai vues, que j'ai entendues, et des choses qui me parlent plus. Donc ça devient presque comme une réalité. Voilà. Mais parlant de l'immigration, Evelyne Moncou, il y a 2-3 textes déjà dans la misère humaine, vous présentez ce qu'on appellerait le désenchantement que nombre des Africains ont connu, ou la désillusion lorsque tout ce monde arrivait une fois en Europe, partit avec des gros rêves, des mallettes de rêves, ont tout de suite été mis devant une réalité telle qu'ils ont totalement désenchanté. Tout à fait, et dans celui-ci, c'est particulièrement Bala.
et puis Hermine aussi, donc ces deux personnages. Moi, ça fait très longtemps que je suis partie, mais c'est vrai que j'ai quand même des bons souvenirs. Quand on quitte l'Afrique, qu'on se déporte, qu'on a choisi d'aller vivre de l'autre côté, en Europe en particulier, on n'est pas suffisamment informé, je trouve. C'est le rêve autour, je vais en France ou je vais, je sais pas, en Italie, en Angleterre, où l'on veut, et c'est le rêve, on pense que c'est le meilleur là-bas, tout va être parfait. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La majorité des gens qui arrivent en Europe en immigration, les premières années, ces personnes sont en pleurs parce que c'est difficile, ce ne sont pas les mêmes modes de vie. Généralement, ils n'ont pas de papier, le séjour n'est pas régulier, donc ils sont obligés de se cacher parce qu'il peut y avoir un contrôle de police. Ou alors, généralement, ils ne travaillent pas. Et quand ils travaillent, ils sont exploités parce qu'ils n'ont pas de papiers officiels. Et ça, quand on est jeune, quand on est encore ici, avant de passer de l'autre côté, au moins dans mon cas, je ne le savais pas forcément. Et on voit juste le côté rêve, je vais en Europe, tout va aller bien. Mais on ne voit pas l'autre facette, que ça peut être difficile et compliqué. Voilà. Et très compliqué qu'à un moment vous présentez plusieurs facettes en fait de cette misère humaine, plusieurs facettes. Et à travers les immigrés, par exemple, on a, je vois l'année de Mala que vous avez mentionné, mais il n'y a pas que Mala, il y a aussi finalement cet Africain qui serait, comme cas, n'est-ce pas, aller se marier avec cette vieille dame avec qui elle a une différence d'âge de 25 ans. Et bon, voilà, parce que simplement il faut qu'il y ait la survie. Tout à fait. Tout à fait. Ça c'est des. C'est vrai que ce sont des nouvelles fictives, il faut le dire, c'est pas. Mais qui racontent une réalité. Voilà, c'est vrai que des gens comme ça, moi j'en ai rencontré, des jeunes hommes très jeunes avec des femmes très vieilles, il faut le dire. Et malheureusement, ils ne peuvent pas avoir des enfants parce que la femme est ménopausée. Et la femme est jalouse parce qu'elle se dit le mari est trop jeune, il va aller chercher d'autres femmes plus jeunes, plus belles, et donc ça fausse les relations et ça engendre des difficultés. Comment il faut le dire, le quotidien n'est pas facile parce que la femme devient une tigresse, elle est jalouse parce que en même temps elle sait que le monsieur est là, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes, le monsieur sait qu'il est très jeune, c'est pas pour la beauté de la femme, il sait que c'est pour avoir des papiers, et la femme le sait aussi, c'est pas parce que pour son potentiel, non, c'est pour les papiers, ils sont conscients, mais c'est comme ça, ça fait partie du monde, mais sauf que ça complique les relations, voilà. C'est pas sain, ça devient malsain. Voilà. Alors, Evelyne, tout à l'heure, en présentant la misère humaine, également, 10 conseils pour réussir votre vie. J'ai dit que vous étiez aussi essayiste, que vous étiez nouvelliste, mais que vous étiez romancière. Est-ce que vous nous parlez aussi d'autres œuvres qui sont les vôtres? D'accord. Donc, la misère qu'on a débattue, enfin que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le deuxième, en 2010. Mais avant celui-ci, il y a La patience d'une femme. Mais en réalité, La patience d'une femme, c'est en 2005, donc j'ai fait celui-ci 5 ans plus tard. Mais en réalité, ces deux livres, vous pouvez faire un seul, parce que ça traite le même thème, les mêmes problématiques de l'immigration. Et après, je suis sortie complètement des thèmes de l'immigration. J'ai fait un autre livre qui a pour titre « Le dialogue imaginaire et imagé entre la mère et le fœtus ». Et celui-ci, c'est pas une africaine, c'est juste une femme. Donc si on est asiatique, si on est européenne, si on est africaine, on peut se retrouver. C'est une femme à qui on demande trop. Donc c'est une femme actuelle. Et c'est une réalité aussi, en fait. Il faut qu'elle soit parfaite. Elle doit aller travailler dehors. Elle doit se marier. Elle doit faire les enfants. Elle doit tout faire. Voire plus que l'homme, parce qu'elle doit faire les mêmes fonctions que l'homme, travailler dehors, mais s'occuper du foyer aussi et avoir des enfants. Et donc c'est une femme très dynamique, excédée. Donc tout ce qu'on lui demande, elle a un très bon travail, elle travaille, mais elle n'est pas équilibrée du coup parce qu'elle a trop à faire. Et elle est dans la quête de cet homme idéal qu'elle n'arrive pas à trouver, mais elle finira par tomber enceinte sans avoir trouvé l'homme. Et comme la grossesse était indésirable, elle était mécontente, elle commence à se faire violence. Et de là, le fœtus va se révéler à elle, va commencer à lui parler, mais audiblement, c'est pas...
Et donc ça sera un échange tout au long de ce livre entre le fœtus, le bébé qui n'est pas encore né, et elle. Au départ, elle s'affole, elle parle de la sorcellerie aussi, parce qu'elle se dit, un fœtus ne parle pas, comment ça se fait? Le mien, il me parle. Et ça sera un tiraillement entre la mère et le fœtus, et le fœtus arrivera à ramener la femme sur terre, comme on dit, à se réconcilier avec elle-même, à faire le point, à redevenir un peu équilibrée. Mais je ne dis pas si l'enfant naîtra ou pas. Voilà. Et il y a qui? Il y a aussi Elika. Oui. Elika également, voilà. Mais avant, donc après celui-ci, j'ai fait l'instinct de survie. C'en est un autre. Dans celui-ci, c'est une fille adolescente qui est dans un contexte au village. Elle n'habite pas en ville, elle est dans un village. Elle a la culture vili, parce qu'elle fait le tikumbi. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, le tikumbi, voilà. C'est un rite vili qui prépare la jeune fille au mariage. Elle est dans ce rite, elle a que 13 ans, mais elle est très belle, elle a des atouts. Sauf qu'elle est très convoitée aussi dans le village, et malheureusement pour elle, elle est victime d'un viol par un proche, son propre cousin. Et de ce viol, elle n'en parle pas, elle ne dit rien. Elle tombe enceinte. Et donc, personne ne sait qu'elle a été victime d'un viol. Elle est enceinte. Donc, on pense qu'elle est volage. Mais en réalité, elle était victime d'un viol. Elle est un peu rejetée. Elle mettra quand même au monde. Et le malheur ne vient pas seul. Son enfant est albinos. Ça se complique encore. Dans ce village, un albinos, c'est comme un sorcier. Donc c'est une malédiction, donc il fallait le tuer. Mais elle ne voulait pas qu'on tue son enfant. Donc du coup, elle a monté tout un programme pour se sauver. Elle avait que 13 ans, mais elle s'est organisée pour fuir ce village avec son enfant albinos, pour donner une chance à son enfant. Ça, c'était dans l'instinct de survie, qui a été traduit en anglais sous le titre « Striving for Life ». Après celui-ci, j'ai changé complètement de thématique, mais ça reste des personnages africains qui évoluent en Europe, Danseurs de l'ombre. Et dans Danseurs de l'ombre, c'est une histoire d'amour compliquée qui implique 3 personnages, 2 sœurs et un monsieur. C'est compliqué, c'est une vie à 3, mais il n'y a que 2 personnes qui sont au courant de cette communauté à 3. Donc dans les 3 personnes, il y a une, en l'occurrence la plus jeune sœur. Mais il faut lire pour avoir l'issue de l'histoire. Mais c'est une histoire compliquée, avec beaucoup de blessures, de sacrifices aussi, beaucoup de sacrifices. Donc le vrai amour ne va pas, ils ne vont pas le vivre au détriment de traditions, parce qu'il ne faut pas blesser les parents, il ne faut pas blesser la sœur, il ne faut pas... Et après, Danseur de l'ombre, la continuité en fait du Danseur de l'ombre, il y a une continuité, c'est Elika Espoir qu'on a soulevé tout à l'heure. Et là, la sœur qui a été lésée, si je peux le dire, celle qui ne s'est pas mariée, elle rencontre quelqu'un, elle veut se marier, sauf qu'ici, elle est très... donc ça reste des Africains, mais elle est très... comment dire, elle fait tout son possible pour effacer ses origines africaines, sa culture africaine. Elle habite elle est méridionale, on va le dire comme ça, en France. Mais elle est vraiment intégrée, elle est confondue dans la société française. Mais le monsieur qu'elle va rencontrer, c'est tout l'opposé, qui veut tout faire pour ne pas effacer ses origines congolaises. Il a tellement peur de s'intégrer. Il vit à Château-Rouge, il mange, pense, il vit congolais. Il ne veut pas s'intégrer alors qu'il est à Paris. Et c'est ces 2 contrastes qui vont essayer de se mettre ensemble. Au-delà de ces différences, dans le livre, quand on le lit, ce qui en ressort, en fait, c'est les relations humaines. Il n'est pas évident de tisser des relations, surtout quand on a des différences culturelles, de différences de sexe. Les hommes et les femmes, c'est pas évident de s'entendre. Même frères et sœurs, ou la mère et la fille, les relations humaines ne sont pas évidentes. Donc, au-delà de cette histoire d'amour, je me suis servi de cette histoire pour mettre en lumière la difficulté des relations humaines.
Et puis les préjugés aussi qu'on peut avoir parfois, parce que l'histoire va se faire, mais au départ, ils partent avec des préjugés. Il y en a un qui est très intégré, il y en a un qui ne s'intègre pas, donc on reste dans les préjugés. Ouais. Alors, Evelyne Mankou, vous avez mentionné le fait que vous soyez parti tôt, n'est-ce pas, que vous avez quitté l'Afrique tôt, mais lorsqu'on regarde un peu la sphère, finalement, l'espace géographique de tous vos écrits, de vos romans, de vos nouvelles, cet espace demeure africain, et particulièrement congolais. Est-ce pour dire que vous êtes nostalgique de cet espace? Est-ce une façon de dire que vous êtes tellement attaché à cet espace qu'il vous poursuit et que finalement qu'il constitue, on dirait même, finalement la toile de fond de Je suis congolaise, je suis née ici, là j'ai été imprégnée, j'ai tout ça en moi, donc je peux pas, il faut que ça sorte, je ne peux pas le renier. Ce qui vient en supplément, les villes ou les pays que je visite, c'est un supplément pour m'enrichir, mais la base c'est le Congo. Donc forcément, je raconte le Congo ou les Congolais. C'est forcément, c'est ma base. La base est très importante. C'est la base que j'ai reçue. Mais le reste, c'est un complément. Je ne le renie pas non plus. Donc c'est un mélange. Et c'est vrai que quand on me lit, on va voir ce métissage dans l'écriture. Ce métissage, c'est vrai que les personnages souvent sont congolais, mais ils évoluent dans un environnement assez... par exemple, si un Français ou un Allemand, enfin un Allemand, j'ai dit pas en allemand, mais je veux dire... Un Européen francophone me lit, il va se retrouver un peu, le personnage est peut-être africain, mais le décor sera placé, par exemple, je place Ifo, par exemple, à London à l'aéroport. C'est pas au Congo, mais les personnages sont africains, ou je vais placer, j'aime beaucoup la ville de Nice, parce que j'ai vécu 14 ans à Nice, c'est une ville de cœur, donc je peins beaucoup Nice aussi, mais les personnages restent congolais, donc un Niçois qui va me lire, on va retrouver les coins de Nice, mais c'est un Congolais qui évolue dans ces coins de Nice, donc c'est un métissage. Voilà. Et après, finalement, nous avons 10 précieux conseils pour réussir votre vie. Un ouvrage paru aux éditions Kana. Evelyne Mankou, tout à l'heure je disais que la présence de Henri Fossoul était intéressante pour moi parce que pasteur évangéliste, il avait certainement des choses à nous dire. Alors ici, Henri, nous sommes dans cet ouvrage, bien sûr, d'Evelyne Mankou, nous sommes là dans déjà... je dirais, c'est dans la littérature d'approfondissement. Ici, c'est le côté spirituel d'Evelyne. Et vous êtes parmi ceux qui ont eu à faire une critique de ce livre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce plateau? Non, c'est un livre qui est bien écrit. C'est un livre, je dirais, un peu de base de la vie un peu chrétienne. C'est un livre qui donne des repères et qui donne des idées à des personnes qui ne connaissent peut-être pas Dieu, des personnes qui ont envie de s'approcher de Dieu et des personnes qui ont surtout envie de réussir dans leur vie et surtout envie d'insister là-dessus. Parce que oui, on peut réussir avec Dieu. Et je trouve que l'écrivaine donne des clés. J'aurais envie de parler de clés. Dans ces 10 principes, ce sont des clés à mettre en pratique. Et je pense que si on met en pratique ces clés, alors la réussite sera là. Et j'ai envie même d'ajouter, la bénédiction sera là. Alors, parlez-nous de ces principales clés ou de ces principaux conseils d'Evelyne Mankou. Tout à fait. Alors, je dirais ceci. Il faut savoir une chose, c'est qu'au départ, l'homme, lorsqu'il a été créé, il était mis dans un contexte où il avait premièrement l'éternité et il dominait surtout tout ce qui était la terre. Il faut savoir que l'homme, lorsqu'il a perdu cette domination, il est maintenant venu sous l'esclavage de quelque chose. Et on dit aussi dans la parole de Dieu que dans le livre de Deutéronome 28, les bénédictions des gens qui vont marcher avec Dieu, et hélas les malédictions. Mais dans ce livre, justement, on donne 10 précieux conseils pour marcher avec les bénédictions de Dieu.
Et Dieu dit ceci dans sa parole, que si on marche avec son obéissance et que l'on ne se détourne pas de sa voie, la bénédiction viendra et la réussite viendra. Alors, si je peux me permettre aussi, les conseils, c'est pour être, je dirais, le plus droit, le plus proche, le plus juste dans la lignée de Dieu. Si on est juste devant Dieu, à ce moment-là, et que l'on met ces conseils en pratique, qu'on a une vie de sainteté, parce que Dieu est un Dieu saint, à ce moment-là, Dieu bénira. Et je trouve que c'est un très 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 bon livre, et je trouve que, connaissant assez bien l'écrivaine, elle qui aborde différentes thématiques, différents thèmes, elle est venue aussi sur un sujet important. Les gens prient souvent dans les églises, comme le pays du Congo, mais sont-ils réellement bénis? Est-ce qu'ils voient vraiment la réussite dans leur vie? Et je pense que cet ouvrage peut vraiment les aider. Voilà. Des précieux conseils pour réussir votre vie. Alors, Evelyne Mancou, de quelle expérience vous êtes permise, n'est-ce pas, pour donner les 10 conseils pour réussir à vos lecteurs? En fait, avant d'écrire ce livre, j'ai suivi une formation à l'Université européenne des études juives. Et donc là, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et c'est vraiment un grand déclic suite à cette formation. Et je précise, j'ai une foi chrétienne. J'ai une foi chrétienne, mais le fait d'avoir fait ces études à l'université juive, je me suis dit, je suis passée à côté de beaucoup de choses dans ma vie. Et donc, l'inspiration ou le déclic est parti de la suite à cette formation. Et donc, je me suis dit... souvent, après, je parle de réussite, après ça dépend de ce que les personnes placent dans le mot réussite. Pour les uns, la réussite, ça peut être posséder des voitures ou des maisons, ou avoir des enfants, ou j'en sais rien, il y a beaucoup de choses. Pour les autres, en l'occurrence mon cas, la réussite est tout d'abord spirituelle, émotionnelle, l'épanouissement spirituel, émotionnel, la sérénité. Voilà. Et une fois qu'on a ces choses, pour moi, c'est déjà une grande part. Quand on est serein ou qu'on est épanoui spirituellement, on peut tout faire après. On a les armes pour avancer. Parce que quand on est perturbé, le chemin devient tortueux parce que tout s'embrouille là-dedans. Et donc le déclic est parti de là. Après cette formation des études juives, j'ai beaucoup appris et j'ai réalisé qu'en fait les juifs, le peuple juif, ou les juifs simplement actuels, je ne parle pas du 1er siècle, mais de 2016 même je dirais, quand on observe à travers le monde, au Congo il n'y a peut-être pas des juifs, on ne se rend pas compte quand on n'est pas sorti du Congo. Mais quand on sort du Congo, toutes les institutions, je pense que sauf Gérard, vous le savez, à la tête des institutions, ce sont les juifs. Que ce soit, surtout en France, les chaînes de télé, les directeurs, c'est des juifs. Moi, j'ai longtemps vécu à Nice, 14 ans. Tous les commerces de Nice, c'est des juifs. Les juifs sont à la tête de tout. Les juifs, c'est des gens qui réussissent. C'est des gens, en même temps, dans cette formation, j'ai appris, c'est des gens qui respectent, qui marchent avec les principes de Dieu. Ils sont croyants, très croyants. Et donc, quand on lit... la Bible, parce que moi j'ai une foi chrétienne, je ne suis pas devenue juive, mais j'ai la foi chrétienne, parce que c'est vrai qu'on me le demande maintenant si je suis devenue juive, non. Mais quand on lit par exemple la Bible, ou qu'on s'intéresse au Talmud, au Midrash, ou à la Torah, toutes ces choses qui parlent souvent des juifs, et on se rend compte que c'est des gens très bénis, et qui respectent les principes. Par exemple, un juif, dès le vendredi soir, au coucher du soleil, jusqu'au samedi soir, au coucher du soleil, il ne fait rien. Le temps est consacré pour son Dieu. En tout cas, merci Evelyne Mancou. J'aurais bien vous laisser ce temps de poursuivre ces belles exposés sur 10 précieux conseils pour réussir votre vie. Ouvrage paru aux éditions Cana.
certainement que nous aurons d'autres opportunités événements courts pour en parler. La misère humaine, donc recueil de nouvelles paru aux éditions Bénévent, toujours événements courts. Et j'ai manqué de présenter La délicatesse d'aimer de Charles Kwanga, paru aux éditions et des livres. Nous en parlerons dans, voilà, au cours de la prochaine émission. Charles Kwanga qui ne cesse de nous faire plaisir de produire parce que déjà, il faut dire qu'il est très productif. Alors, par ces mots, je vous dis merci Henri Fossou. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Merci Evelyne Mankou également d'avoir répondu à cette invitation. Je vous dis simplement bon séjour sur notre terrain natal pour ce qui est d'Evelyne et bon séjour à Brazza, au Congo. Puisque vous avez été également à Pointe-Noire, donc bon séjour à Henri Fossou. Merci voilà, en tout cas. Merci. Congo, terre d'accueil. Merci beaucoup. Chers amis culturels, je vous dis merci et merci en tout cas. Passez une très belle journée dans vos foyers respectifs et nous prenons date pour dimanche prochain. Merci, à très bientôt.